Ben, merci d'être là. Donc, je suis vraiment très heureux de venir pour la première fois dans votre établissement. Je m'appelle donc Jean-François Bernardini. Je ne suis pas professeur. Je n'habite pas dans votre région, j'habite en Corse, mais mon métier fait que je voyage beaucoup. Pour mon métier c'est d'être musicien, chanteur, auteur, compositeur. Et je voyage avec un groupe qui donne des concerts un peu partout. Mais aujourd'hui, je suis venu... je ne suis pas venu vous gaver avec des principes et vous faire une leçon de morale, parce que vous êtes quand même tout assez grands et grands. Et je ne suis pas non plus venu comme quelqu'un qui saurait tout, qui aurait trouvé toutes les réponses. Non, je suis un peu un chercheur. Et on est tous un peu des chercheurs ici. D'accord ? Et puis je suis pas non plus venu dans la position d'un adulte. Ça vous est arrivé de rencontrer des adultes qui disent des choses et qui font quelquefois le contraire de ce qu'ils disent. Vous en connaissez, non ? Tout le temps. Ouais. Tout le temps ? Et pas autant, mais enfin. Donc il faut rester très humble. Mais par contre, je viens partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Qui me tient vraiment à cœur. Et si je peux susciter quelque chose en vous aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est important dans la vie qu'on appelle l'envie, le désir de quelque chose. D'ailleurs, dans le mot envie, il y a le mot vie. Je viens dans les lycées et dans les universités parce que je crois que ce sont des lieux qui nous font grandir. On vous a dit que je suis venu vous parler de la non-violence. En fait, je crois que je suis venu vous parler de la vie. Et je vous raconterai comme ça un certain nombre d'histoires vraies de la vie qui peut-être peuvent nous enseigner des choses. Vous avez fait le choix et vous êtes venu là, sans doute parce que vous avez cours, mais vous êtes présents, ça me touche beaucoup. Moi aussi, je suis venu pour vous, et vous êtes venu pour moi. Je tiens à vous dire que pour être ici aujourd'hui, je ne suis payé par personne. Personne ne me paye pour être là aujourd'hui, donc ce n'est pas une question d'argent. Et pourtant, j'ai un bonheur immense à venir aujourd'hui. Je me suis préparé de la même manière que quand je fais un concert avec mes amis musiciens. Pour moi, c'est aussi important. De me dire, tiens, je vais passer 2 heures, 1 heure et demie avec eux, j'espère que je vais les intéresser. Donc j'ai un bonheur immense à le faire. Et puis je me suis préparé pour venir, et la raison pour laquelle je me suis préparé, c'est parce que vous êtes tous précieux. Chacun de vous a une vie, a un destin. C'est énorme. C'est une chance incroyable. Vous êtes tous précieux, et en plus vous êtes tous uniques. On a beau être des milliards dans le monde, chacune d'entre vous est un être unique. Personne n'est n'importe qui. Non, tu n'es pas le dernier des derniers, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une identité, une histoire, un chemin à inventer, des rêves, etc. Ça semble des choses très simples, mais je crois que c'est très important de se le dire. Et je serais très heureux si à la fin de cette rencontre, vous me disiez, tiens, oui, moi ça m'a intéressé, je vous dis merci. Ou bien que vous me disiez, je me suis ennuyé pendant tout le temps, vous avez raconté des trucs, je ne suis pas d'accord. Que vous me contredisiez aussi, parce que justement, l'école, c'est le lieu où on a aussi à confronter les points de vue, on n'est pas d'accord, mais c'est merveilleux. On avance des arguments et puis on respecte le désaccord, bien évidemment, les doutes, les questions. Il y a un prof de philo ici, c'est très bien que la philo, c'est le doute. D'abord, on se questionne. Je voulais vous poser une première question. Qui ici, dans cette salle, parle une autre langue que le français? Quelle langue parle-t-il? Pardon? Le tamoul. C'est merveilleux. Tu es le seul à parler tamoul ici? Oui. Tu parles cette langue avec ta famille? Merveilleux. Qui parle une autre langue? Pardon? L'arabe. L'arabe. Merveilleux. Qui parle arabe dans cette salle? C'est une langue merveilleuse. Je regrette vraiment de ne pas savoir le parler. C'est une langue merveilleuse. Qui parle une autre langue? Parlez plus fort parce qu'on n'entend pas d'ici. Il y a comme un... Qui parle une autre langue? Kurde. Merveilleux. Tu es le seul dans cette salle? Oui, apparemment. Est-ce qu'il y a d'autres langues? Oui. Qui parle anglais? Qui apprend l'anglais? J'espère que vous allez parler, Qui parle espagnol? Oustère l'espagnol? Si? Oustère l'espagnol. Si? Qui parle italien? Lei parle italien? Si? Qui parle corse? C'est merveilleux. Oui, on est au moins 2, 3. Voyez, pourquoi je vous demande ça? Parce que c'est une manière déjà d'accepter le monde tel qu'il est. C'est-à-dire avec plein de différences, plein de richesses. Moi, j'ai eu la chance de parler 2 langues dès l'enfance, à 5 ans. Non pas parce que je suis plus intelligent que vous, mais parce qu'en Corse,
jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai entendu 2 langues. Et comme on a 2 oreilles, c'est-à-dire pour écouter 2 fois plus qu'on parle, on a une langue mais 2 oreilles. Donc on a la possibilité d'écouter 2 fois plus. Bien, vous entendez ces langues et forcément, vous vous les appropriez. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on connaît 2 langues, la 3e est plus facile à apprendre. Quand vous en connaissez 3, la 4e est plus facile à apprendre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est comme les instruments de musique. Si vous connaissez qui joue d'un instrument de musique ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue de quoi? De la batterie. Qui joue d'un autre instrument? Du piano, de la guitare. Du piano, de la guitare. Ah ben voilà, un multi-instrumentiste qui apprend. Tu apprends? Tu apprends? Ben, quelqu'un qui apprend la musique, un instrument, il sait très bien que quand on connaît un instrument, le 2e est plus facile. Le 3e est plus facile. C'est extraordinaire. Pareil pour le sport. Quand on pratique un sport, le 2e est plus facile, etc. Donc cette diversité, cette richesse-là, je voulais qu'on en prenne conscience parce qu'elle me semble très, très importante. Alors la première chose que je voudrais vous dire, après cela, c'est que le plus beau cadeau qu'on va se faire aujourd'hui, en tout cas de mon côté, j'en suis profondément convaincu, le premier cadeau qu'on va se faire, c'est l'attention. Moi, je suis vraiment là pour vous. J'ai vraiment envie de passer ce moment-là en vous regardant en face, en parlant pour vous, en essayant de vous donner le meilleur. L'attention, c'est-à-dire le temps de cerveau disponible. Mon cerveau, là, il est là. Il n'est pas dehors, il est là. C'est très important. Ça veut dire que je vais essayer d'employer les mots les plus justes, les plus sincères pour vous parler, et peut-être que vous allez me donner, on va se donner réciproquement la plus belle des écoutes. La deuxième chose, c'est que l'essentiel de tout ce qui se passe dans notre vie, écoutez bien, c'est important. L'essentiel de tout ce qui se passe dans notre vie se passe dans un lieu très précis, entre nos 2 oreilles. Entre nos 2 oreilles, nous avons quoi? Un cerveau. Nous avons un cerveau. Notre cerveau, c'est une sorte d'ordinateur. Je vais l'appeler un ordinateur. Et alors cet ordinateur, il est extraordinaire parce que c'est sans doute l'ordinateur le plus puissant de l'univers. C'est-à-dire à côté de notre ordinateur que nous avons tous, toutes et toutes, celui-ci c'est vraiment un minus. C'est-à-dire qu'il y a autant de connexions dans mon cerveau, dans mon ordinateur, qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Et en plus, avec mon ordinateur qui est là, je peux créer des choses complètement nouvelles. Mais, il y a quand même un mais, cet ordinateur que nous avons entre les 2 oreilles, nous avons une responsabilité. Laquelle? C'est-à-dire qu'on ne l'achète pas au supermarché, cet ordinateur-là. Celui-là, il faut le programmer nous-mêmes. C'est nous qui devons le programmer. Nous en avons la responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient dans les lycées, on va à l'école, parce qu'on y trouve des gens qui vous aident justement à bien programmer l'ordinateur. Alors vous allez me dire, bon, mais moi j'ai pas envie de passer le temps à programmer mon ordinateur, c'est une belle image, c'est rigolo, mais... Et là je dis, mais quel gâchis, quoi. C'est comme quelqu'un qui il a 2 jambes, il a des muscles et tout ça, et puis il dit, ah non, mais il faut des béquilles. Ah bon, d'accord, je veux bien, mais tu vois pas que tu marches tout seul, et puis tu peux courir, et puis tu peux gambader, etc. Donc c'est une chance immense que nous avons d'avoir cet ordinateur. Et en plus, alors, si on comparait au mien, il a une capacité à s'adapter qui est incroyable. Avec le même ordinateur, vous pouvez naître au Moyen-Âge, au XXIe siècle, lui il va s'adapter. Et croyez-moi, la vie, c'était pas la même. Vous pouvez naître au Groenland, où il fait moins 40 degrés, et au Sahara, plus 40 degrés, l'ordinateur va s'adapter. C'est incroyable. Alors que lui, vous voyez, si j'enlève la prise, là, si je ne mets pas du 220, dans 10 minutes, il s'arrête. Donc, notre ordinateur, il a des possibilités extraordinaires. Alors, si vous ne le programmez pas, c'est votre droit, bien évidemment, vous dites, moi j'ai autre chose à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme lui, vous allez accepter tous les virus qui passent. Lui, il a un programme antivirus. Vous en avez un, le programme antivirus? Pas sûr. Ça veut dire que vous allez accepter tous les virus qui passent. On va les appeler les virus, ou bien on va les appeler les mensonges. Alors des mensonges, je peux vous dire qu'en allant dans les lycées, je me rends compte qu'il y en a beaucoup dans l'air. Le mensonge, ouais, moi je suis pas doué pour les études. Ah bon, tu n'es pas doué pour les études? Comment tu as décidé ça? Ouais, je suis pas intelligent, je suis pas fait pour ça. Ou bien le virus, j'ai envie de rien. Ah bon, tu as 16 ans et tu as envie de rien. Ah bon. Ou bien le sport c'est trop dur, j'ai essayé, mais bon. Ou bien la guitare, j'en ai acheté une, parce qu'au début je voulais jouer de la guitare. Mais, ah, monsieur, ça fait mal au doigt. Donc j'ai arrêté. Ah bon, et donc ça fait mal au doigt, tu arrêtes. Ou bien l'autre virus, si tu n'es pas fils de riche, tu n'y arriveras pas. Il faut être fils de riche. Ah bon, ça c'est un drôle de virus celui-là.
Moi, je peux vous dire que mes parents n'étaient pas riches. Je n'ai pas le sentiment d'être arrivé, mais je peux vous dire que c'est pas un handicap, quoi. Dans la maison d'à côté de chez moi, il y avait un piano. Le voisin avait un piano. J'ai rêvé toute ma vie d'avoir un piano. Ben, j'ai jamais pu l'acheter. Je l'ai acheté plus tard quand j'ai commencé à travailler. Mes parents, ils n'avaient pas l'argent pour payer un piano. Mais pourtant, j'ai appris à jouer du piano. J'ai appris à jouer de la guitare. Donc ça ne m'a pas interdit ça. C'était même très bon pour mon caractère. D'accord? Ou bien alors, si ton père il fait un métier manuel, s'il est chômeur, tu n'y arriveras jamais. Hein. Ah bon? Ah tiens, ça c'est la dernière. Ou bien autre chose que j'entends, j'ai entendu hier, aujourd'hui pour y arriver, il faut magouiller. Ou bien si tu veux te faire respecter, il faut frapper. Tu n'as qu'à te faire respecter, tu n'as qu'à frapper très fort. Ah bon? Alors si vous avez quelques-uns de ces virus-là, après ne vous étonnez pas que ça ne marche pas bien hein, dans votre ordinateur. Vous perdez les commandes. Hein. L'ordinateur, il ne sait plus où il va, vous êtes malheureux en plus. Hein. D'accord? Vous perdez vos moyens. Il y a un autre virus que j'entends très très souvent, c'est laisser croire. Laisser croire que pour être quelqu'un, il faut avoir des vêtements de marque, des baskets de marque, un sac de marque. Autrement, on n'est rien. On est une poubelle. Ah bon? Ah d'accord, pour être quelqu'un, maintenant, il faut être... Ah ouais, autrement, t'es une poubelle. Ah bon, ça, c'est la dernière drôle de virus, quoi. D'accord? Puis alors, avec tous ces virus-là, on se construit dans notre ordinateur, on se construit des murs, des ennemis. Alors, le mur, je ne peux pas, je suis ridicule, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, je suis nul. J'ai entendu une fois, ouais, moi, monsieur, mais personne ne veut de moi, il n'y a personne qui m'aime. J'ai dit, t'es sûr que personne ne t'aime? Après, il peut y avoir des virus spécial Corse, si t'es pas voyou, ben, tu n'y arriveras pas. Des virus spécial Marseille, si tu ne vends pas de la drogue, ben, tu n'auras jamais une BM à 80 000 euros. Ah bon? Pourquoi il faut une BM à 80 000 euros pour être quelqu'un? Bon, bref. Et puis, il y a d'autres murs et d'autres virus. C'est les étiquettes que nous nous collons les uns les autres. Alors, on va dire, ben, les flics, c'est tous des... je sais pas quoi. Ou bien, les Arabes, c'est tous des... etc. Les Corses, c'est tous des... Les quartiers nord, c'est tous de la racaille. Les profs, c'est tous des... On met des étiquettes. On généralise comme ça. Et on a, les flics, on l'a dit, les quartiers nord, etc., etc. Les filles, elles sont toutes comme ça ou comme ci. Bref. On peut venir donc avec des étiquettes les uns sur les autres. Imaginez qu'avant d'arriver ici, vous ayez entendu dire des choses sur moi et qu'il y en a un ou une d'entre vous qui ait répété la rumeur et que je sois arrivé ici sans le savoir et que vous m'ayez collé cette étiquette. Racaille. Ouais, lui, il vient raconter des trucs là, mais c'est une racaille. Il ne faut pas... Et vous m'avez collé cette étiquette. Je suis certain que vous ne me regarderiez pas de la même manière. Ah non, vous diriez lui, ou bien avec ça. Sale Corse. Ouais, c'est un sale Corse. On m'a dit, attends, je suis sûr, j'ai vu des trucs, c'est un sale Corse. Ou bien avec ça. Raciste. Vous croyez que vous me regarderiez de la même manière? C'est pas sûr. Alors imaginez une société où tout le monde colle des étiquettes sur tout le monde. C'est un peu le cas souvent. On généralise, etc., etc. D'accord? Donc, première chose, n'oubliez pas votre ordinateur. N'oubliez pas que c'est vous qui le programmez. Parce que si ça n'est pas vous qui le programmez, d'autres vont le programmer pour vous, ou plutôt le déprogrammer. Et là, ça va être très dur. Pour garder le cap, ça va être très très dur. Et pour être heureux encore plus. Or, bien sûr, ça n'est pas si simple. Bien sûr, ça n'est pas simple. Mais c'est merveilleux. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que très souvent, la vie, elle nous écrit des lettres, mais on ne les reconnaît pas, on ne les écoute pas. Ce n'est pas le facteur qui vous amène ces lettres-là, c'est la vie qui vous les envoie. Par exemple, quand quelque chose commence à vous fasciner, à vous intéresser vraiment, putain, ouais, mais là j'ai envie de passer du temps à ça, c'est ça. Ça m'enthousiasme, ça me passionne. C'est le début d'un message qu'on vous envoie. C'est une très très bonne nouvelle, parce que quand on a l'enthousiasme et la passion, je vous jure, on est 10 fois plus fort. On a 10 fois plus d'énergie. Hein? Moi, par exemple, quand j'étais comme vous, j'allais au lycée de Bastia, et au lycée de Bastia, j'étais interne. Il était interdit d'avoir une guitare à l'internat. Alors moi, je posais des questions aux surveillants, je disais, mais je ne peux pas avoir ma guitare. C'est interdit, Bernardine, t'as pas compris? C'est interdit, pas de guitare. Et moi, ça me manquait, quoi. J'avais envie d'apprendre à jouer de la guitare et tout ça. J'étais interne, mes parents vivaient là. Et tous les soirs, à 5 heures, je sortais, on avait jusqu'à 5h30, je courais à l'appartement de ma sœur, parce que j'avais laissé ma guitare là-bas, et je faisais 10 minutes de guitare. Pour rien au monde, j'aurais loupé ça. Et tout seul, j'apprenais les notes, j'avais un cahier de trucs, etc. C'était merveilleux.
les neuroscientifiques ils disent l'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Quand quelque chose vous enthousiasme, vous êtes 10 fois plus fort. D'ailleurs, aujourd'hui, les neuroscientifiques, ceux qui étudient le cerveau humain, ils montrent combien notre ordinateur il a des capacités. Et ils ont découvert récemment que l'ordinateur des adolescents que vous êtes aujourd'hui, il a développé une fonction très très précise qui est beaucoup plus développée qu'elle ne l'était il y a 15 ans ou il y a 30 ans. C'est une fonction très précise dans l'ordinateur qui commande un geste particulier. Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, c'est la partie de votre ordinateur, de votre cerveau, si vous voulez, qui commande le pouce. Vous voyez pourquoi? Les neuroscientifiques ont prouvé aujourd'hui que la partie du cerveau qui commande le pouce est beaucoup plus développée chez les adolescents aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc beaucoup plus développée que celui de vos parents, n'imaginons pas de vos grands-parents. Pourquoi? Parce que vous avez des jeux vidéo, parce que nous avons des portables, etc., etc. Ça veut dire que si vous sollicitez votre ordinateur pour devenir plus fort avec le pouce, il est flexible, il va obéir, il va être encore plus pertinent, encore plus compétent. Si vous l'utilisez pour les doigts de la guitare, il va faire la même chose. Pour jongler avec un ballon, pour apprendre des langues, pour être acteur de théâtre. Si quelque chose, c'est extraordinaire, ça veut dire qu'il est flexible, on peut le moduler, on peut être beaucoup plus fort. Au lieu d'avoir un petit chemin étroit, il va inventer des autoroutes. Et là, vous allez être extraordinairement plus fort. Alors récemment, j'étais dans un lycée comme ici et j'ai demandé à vos camarades, et j'ai dit, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse? Et il y en a un d'eux qui a dit, bah, moi Jean-François, ce qui me passionne, c'est les jeux vidéo. Bah, j'ai dit, ok, jeux vidéo. Il dit, on est plusieurs, mais moi, alors, j'ai dit, je joue beaucoup aux jeux de tir. J'ai dit, alors, c'est quoi? Elle me dit, les jeux de tir, on apprend à faire la guerre, à tirer, etc. Il dit, je passe beaucoup de temps. Je dis, combien de temps tu passes? Il dit, je passe 2 heures par jour, le samedi, je passe 8 heures, le dimanche, je passe 8 heures avec mes copains et tout ça. Bon, je dis, c'est super. J'ai dit, mais alors, si les jeux vidéo te fascinent autant, peut-être que tu pourrais rêver d'en inventer des encore plus intelligents que les jeux de tir. Je dis que c'est peut-être là ta vocation. Imagine des jeux vidéo encore plus intelligents. Alors il me dit, peut-être. Et puis tu sais, on peut faire des jeux plus intelligents que des jeux de tir. Et d'ailleurs, je lui pose une question. Je lui dis, est-ce que tu sais dans quel but et qui a inventé un jour les jeux de tir? Vous avez une idée? Pourquoi et qui a inventé les jeux de tir? Alors oui. Les Américains, pas seulement, mais ce n'est pas une mauvaise piste. Je vais vous donner la réponse, mais avant de vous donner la réponse, je vais vous donner juste une petite explication, faire une petite diversion. Vous savez, dans notre ordinateur, on a des cellules qu'on appelle les neurones. Ça semble compliqué, mais c'est très simple. C'est grâce à ça que notre ordinateur fonctionne, qu'on peut donner des ordres à un membre. Mon ordinateur va donner l'ordre à ma main de s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Elle va se fermer, si je lui demande de se fermer. D'accord? Ce sont mes neurones qui me permettent. Même mes neurones me permettent de réfléchir, de mémoriser, etc. Mais nous avons une sorte de neurones particulière qu'on appelle les neurones de miroir. C'est quoi les neurones de miroir? Ce sont des neurones qui nous permettent de reproduire ce que nous voyons. D'une certaine manière, tu as raison. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous avons des neurones, oui, l'imagination, c'est ça que tu... Un petit peu aussi. Mais les neurones de miroir ont ceci de particulier, c'est que, par exemple, quand j'ai devant moi quelqu'un qui est triste, qui pleure, sans réfléchir, j'ai envie de pleurer et je suis triste. Si je vois quelqu'un qui est dans la joie, sans réfléchir, il me transmet de la joie. Je regarde un film, pourtant je sais très bien que c'est une fiction, mais à la fin, il se passe un truc, une histoire, n'importe laquelle, vous en avez peut-être déjà vu, qui vous ont fait pleurer, qui vous ont arraché une larme. Pourtant, vous savez bien que c'est une fiction. Hein. Mais vous vous mettez à la place de la personne. Et vous dites... Et là, ça vous fait pleurer. Ce sont nos neurones de miroir qui fonctionnent. Alors, le neurone de miroir, ça veut dire que la compassion, ce qu'on appelle, c'est-à-dire comprendre ce que subit l'autre, la souffrance, etc. C'est notre nature, c'est là, dans notre ordinateur. Hein. Quand tu pleures, je pleure. Quand ma maman est triste, je suis triste. Quand mon camarade est triste, je la vois pleurer, ça me donne envie de pleurer. C'est pas rien, hein?
Mon ordinateur, il ne pleure pas, il n'a pas de neurones de miroir. Lui, il peut se passer n'importe quoi, il n'a pas ça. Cet ordinateur que nous avons là. Alors pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que notre équipement de base, c'est être dans la compassion, c'est comprendre ce que subit l'autre, ce qu'il souffre, s'il est heureux ou malheureux. Alors au départ, ça veut dire que vous imaginez qu'avec ce système-là, il est très difficile de prendre un fusil et de tirer sur quelqu'un qui passe en vélo là-bas. Comment ça peut me passer par la tête, ça ne marche pas avec mon ordinateur. Mais, quand on est militaire, il faut s'entraîner à tuer, parce que c'est notre métier, c'est le métier. Alors les militaires se sont rendus compte que pour apprendre à tirer, à tuer comme ça, et aller confronter à des situations très très violentes, il fallait désapprendre quelque chose dans le cerveau, dans l'ordinateur. Alors ils se sont dit, plutôt que d'aller dans des camps d'entraînement, ça coûte de l'argent, il faut du temps, il faut déplacer des hommes, on va inventer des ordinateurs avec des jeux de tir. Et c'est comme ça qu'on va tuer tous les jours 200 personnes, 300 personnes. Et inconsciemment, je désapprends petit à petit ce réflexe de ne pas tuer, de ne pas... Et finalement, après, je peux taper dans quelqu'un comme si je tapais sur cette table. Je tape dessus comme je tape, peu importe. Alors la table, elle est inerte, elle sent rien. Mais si vous faites ça à un être vivant, ça peut être très grave. Si alors vous utilisez une arme, ça peut être encore plus grave. Mais dans ma tête, à un moment donné, si je désapprends la fonction des neurones de miroir, eh bien je peux frapper sans ressentir la douleur de l'autre. J'en ai rien à foutre. Je tape dedans comme je tapais sur un tabouret ou dans une pierre. D'accord? Je ne ressens plus ce que l'autre ressent. Je n'ai plus d'empathie, je n'ai plus de compassion. Je ne ressens plus ce que l'autre peut ressentir. Et ce danger-là, j'ai envie de vous dire, il est en train de grandir dans le monde. Ça nous contamine tous. L'autre, souvent, est considéré comme une chose. Alors ça rend plus facile, alors là on parlait des militaires, de tirer, mais ça rend plus facile l'agression, l'insulte, le manque de respect. On est tellement contaminé qu'on s'en rend plus compte. Les jeux de tir, donc, c'est peut-être pas si innocent que ça. Ça nous désapprend quelque chose, ça nous déconnecte quelque chose dans notre ordinateur. Personnellement, je suis pas trop d'accord. Je me dis, là, j'ai l'impression qu'on est la position des médias qui se dit que lui, il a fait du c'est parce qu'il a joué à des jeux vidéo, il a fait ci, c'est parce qu'il a joué à des jeux c'est entraîné à faire la guerre de tir. Je me dis, pourquoi ce serait pas l'inverse? Ce serait plutôt le fait de jouer à des jeux de tir, de tuer des gens dans les ordinateurs, dans les jeux, qui nous entraîne justement qui un peu annihile l'envie de tuer des gens dans la vie. C'est une thèse qui, pour quelqu'un, quand quelqu'un est équilibré, quand quelqu'un a suffisamment de recul par rapport à un outil, il n'y a pas de problème. Tu sais très bien ce que tu fais et tu peux jouer de manière assez critique avec les jeux vidéo. C'est d'ailleurs la thèse qui est souvent avancée par les experts qui sont payés par les lobbies créateurs de jeux de tir et qui viennent d'expliquer, mais ça n'a aucune incidence. Mais aujourd'hui, tous les neuroscientifiques, tous les chercheurs te diront qu'effectivement, quand le matin, avant d'aller à l'école, tu as tué 149 personnes sur ton ordinateur, pour la majorité des gens, inconsciemment, ça transmet et ça modifie des comportements. Alors, peut-être pas pour toi, peut-être pas pour moi, mais il y a des gens chez qui ça modifie le comportement. Ça banalise l'acte agressif et le besoin d'être dans ce rapport de force, etc. Mais ça n'est pas une généralité. Je dis simplement, ça n'est pas innocent de jouer au jeu de tir, et ça n'est pas innocent que ce soit l'armée qui l'ait inventé, parce qu'autrement, il n'aurait aucun intérêt. Et aujourd'hui, les gens qui sont dans l'armée dans la journée, on leur donne des écrans vidéo, on leur permet de jouer à ça. Ça n'est pas le hasard. Autrement, on les ferait peut-être jouer à autre chose. D'accord? Donc c'est une donnée. Mais on pourra en débattre tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, c'est tellement la preuve que notre équipement de base, il est fait comme ça. Est-ce que si vous voyez une scène de violence dans la rue, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez quelque chose que vous en revenez, qu'est-ce qui fait votre cœur? Il bat beaucoup plus vite. Ça veut dire quoi? Vous ne lui avez pas demandé de battre plus vite. Vous n'avez pas couru un 200 mètres. Votre cœur, il a vu quelque chose qui ne correspond pas à votre équipement biologique de base. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? T'as vu ce que j'ai vu là-bas? Vous suffoquez. C'est quand même un signal. Vous n'êtes pas conditionné par ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est contre notre nature. Alors maintenant, je voulais vous alerter sur quelque chose de plus anodin, qui peut sembler plus anodin. Un jour, on a demandé, c'est pour vous dire comme quoi notre ordinateur, il faut bien qu'il soit en veille.
pour connaître les alertes. Un jour, on a demandé au chef de la mafia, Bernardo Provenzano, qui est donc un mec, une mafia, vous savez ce que c'est? Ce sont des organisations criminelles qui, au nom de leurs intérêts, peuvent tuer n'importe qui s'il devient gênant et s'il interfère sur... Donc la mafia italienne, mais les mafias aujourd'hui, elles sont internationales. Elles savent très bien quels sont les marchés qui rapportent la drogue, les déchets et autre chose. Bon, bref. Un jour, on a demandé au chef de la mafia, Bernardo Provenzano, on a dit, mais vous, monsieur Provenzano, vous êtes chef de la mafia, ça veut dire, vous avez dû commanditer bien des meurtres dans votre... Quand on est chef de la mafia, c'est son métier, hein. On ne devient pas chef de la mafia. Alors, et vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu... Ah, il dit, c'est très simple. Et alors, ici, il dit, moi, j'habitais à Naples. J'étais enfant d'une famille très bien, mes parents c'était des gens honnêtes, travailleurs. J'avais 3 frères et 2 sœurs, elle a dit bon, moi j'allais à l'école, je travaillais bien. Un jour j'étais dans la rue, je jouais avec un camarade au ballon, j'avais 11 ans, et il y a un moment donné, il y a des mecs qui sont arrivés avec un camion, ils étaient 3, ils ont commencé à décharger les cartons, et puis il y en a un qui est venu, il m'a dit, ragazzi, vous comprenez? Se c'è la polizia, ci chiami. Se viene la polizia, ci chiami. Si à la police, tu nous appelles. Ah, moi, je croyais que c'était un jeu. J'avais 11 ans. Bon, j'ai joué. Bon, ils ont déchargé leurs cartons, etc. La police n'est pas venue, mais quand ils sont partis, il est descendu. Il m'a donné 150 €. Bon. Mais il dit jamais j'avais eu cette somme. Mes parents, ils me donnent de l'argent de poche, mais jamais 150 €. Il m'a dit après, tous les jours, on les attendait. Ils sont revenus 2 mois après, il y avait l'un, c'était le même, et 2 autres différents, avec un autre camion, ils ont dit la police n'est pas venue, quand ils sont partis, il m'a donné encore plus. Quelle aubaine, c'était extraordinaire. Bon, et puis il a dit après, j'ai un peu grandi, etc. Quelques temps après, un soir, ils m'ont dit, ils nous ont invités manger, j'avais 15 ans, 16 ans, moi j'étais déjà un grand gaillard, quoi. Ils m'ont dit, j'avais un peu grandi. On a dit ce soir, on va t'inviter au restaurant. Et puis là, on commençait à voir les gars. Et puis on lui dit, sai conduce la macchina? Tu sais conduire les voitures? Il dit, non, le permesso, j'ai pas le permis. Il dit, ça fait rien, ce soir, tu viens avec nous, on va montrer. Tu vas me conduire. Bon, il savait conduire très bien, etc. Puis après, ils lui ont dit, ça t'intéresse de venir avec nous là? Dans 2 mois, on prépare quelque chose. En fait, ils préparaient un hold-up. Moi, j'allais conduire la voiture. Première mission, hein. C'est le premier degré, c'est le BEP, vous voyez? Premier diplôme. Donc, il leur fait conduire la voiture. Super, il s'est bien débrouillé, il avait assisté le truc. Pour lui, c'était une adrénaline incroyable. Puis il lui tapait dans le dos. T'es un bon, hein, t'es super. T'es un mec, hein, concret. Et moi, je me sentais un caïd, c'était incroyable. Puis après, on lui a dit, quelques mois après, on lui a dit, bon, maintenant, tu vas passer le bac. C'est quoi le bac? Là, on lui donne une arme. On va t'apprendre à tirer, comment on tire, comment on utilise les armes. Il a dit, moi, j'ai appris très vite. Hein. C'était vraiment des professeurs, ils m'ont appris. Et puis, ils m'ont dit, la prochaine fois, on va faire un hold-up. Et là, cette fois, tu porteras l'arme. Et puis ce soir-là, malheureusement, ça s'est mal passé. Et c'est lui qui a tiré sur un mec et qui l'a tué. Et là, ça m'a fait un truc. Et bon, j'ai commencé à tuer un mec. Je suis rentré chez moi, j'étais un peu... Puis après, j'en ai tué un deuxième. Puis j'en ai tué un troisième. Puis après, avec l'argent que ça ramenait, j'avais une voiture à 100 000 €. Puis là, ça a monté, quoi. Et puis après, j'avais tout ce que je voulais. Puis après, j'avais un bel appartement. Et voilà comment je suis rentré dans la mafia. Au début, je faisais le guetteur. Hein, je surveillais pendant le hold-up, après j'ai tiré, après j'ai tué. Et je suis monté. Il a dit, mais c'est parti de quelque chose de très simple. Il a dit, vous le referiez aujourd'hui? Il a dit, il ne faut pas me poser cette question. Je ne peux pas me poser cette question. Mais vous voyez bien ce qui se passe dans sa tête. Comme quoi, avec des choses très simples, très banales, ça peut commencer par des petits détails. Lui, pour lui, c'était des gentils. Hein. Ah oui, c'était des gentils qui ont des dizaines de morts sur la conscience. Et lui, il est rentré dans le jeu. Donc c'était des gentils, mais qui l'ont engagé dans un engrenage infernal. Et là, son ordinateur, j'ai envie de vous dire qu'il s'est déprogrammé pour se programmer autrement. Et pourtant, c'était un gentil comme vous, hein, comme nous, hein, pas de problème. Sauf que l'ordinateur, il a fait ça. Et là, il s'est programmé pour tuer des gens. Et pour être un caïd, pour être un chef de mafia. Alors, c'est pour vous mettre en alerte par rapport à ça. Alors vous allez me dire, bon, la non-violence, ok, c'est quoi dans tout ça? Bon, la violence, vous voyez tout de suite ce que c'est. Il suffit d'allumer le 20 heures, c'est des coups, des bombes, du sang qui coule, des enfants, etc., etc. La non-violence, c'est pas très connu. C'est pour ça d'ailleurs que souvent quand on prononce le mot, les gens se disent, vous parlez de quoi? La non-violence, c'est invisible,
c'est une inconnue. Il y a d'ailleurs des gens qui disent la non-violence c'est pour les lâches. C'est ceux qui n'ont pas envie de se battre. Tu n'as pas le courage de te battre, alors tu es un non-violent. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, et je vais essayer de vous l'expliquer. D'abord, la non-violence, ce n'est pas un truc de bisounours. La non-violence, elle commence par reconnaître que nous sommes tous violents. Moi, le premier, je peux très bien sortir, là, je me fais insulter, je ne sais pas comment je vais réagir. Je vais essayer de réagir de la meilleure des manières, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il dit, il est sorti, il a tapé, etc. Nous avons tous, donc, nous sommes tous capables de violence. Mais, nous pouvons choisir de cultiver violence ou non-violence. Il y a la violence qui est faite aux femmes. Sachez qu'en France, tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, de son mari. En France, aujourd'hui. Une femme meurt tous les jours sous les coups de son conjoint. D'accord? Il y a la cyberviolence, on en parlera tout à l'heure. On peut reconnaître entre nous que les garçons se battent plus souvent que les filles, c'est vrai. C'est assez reconnu. Par contre, est-ce que vous croyez que les filles, comme les garçons, ne peuvent pas être très violentes? Oui, elles peuvent être très violentes parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une arme et de coups pour être violent. On peut être violent avec des mots. Avec des mots, on peut humilier, blesser, casser, briser quelqu'un, faire courir une rumeur, harceler, etc. Donc les mots peuvent faire plus mal que les coups. Le mépris, la moquerie, l'exclusion, parce que lui, on se fout de lui, parce que lui, vous comprenez, il est minoritaire, ou bien lui, c'est un bon élève, alors on se fout de lui. J'ai un gamin qui me racontait, il disait, moi, parce que, en fait, on a commencé à m'insulter parce que je lisais un livre pendant les cours de récré. Et il y avait une banque qui n'acceptait pas ça, il me disait que j'étais un lèche-botte, que je faisais ça pour lécher les bottes des profs. Il dit, moi, je disais ça parce que j'aimais ces bouquins, j'aimais lire, etc. Mais c'était devenu le bouc émissaire, quoi. On peut attaquer quelqu'un sur son nom, sur son physique, sur son apparence. Tiens, toi, tu as un visage qui ne me revient pas. Or, tous les jours, je vais venir vers toi et je vais rajouter des choses, etc. Sur son appartenance, sur son apparence, etc. On peut détruire quelqu'un, mais on peut détruire tout le monde sur un détail physique. Lui, il a un truc qui ne me revient pas. Ah bon, etc. Ça fait plus mal que les coups, d'ailleurs. On n'en est pas toujours conscient. C'est une manière un peu de choser les gens, ou de les chosifier. C'est comme une chose. Je te parle comme je parle à cette chaise. La chaise, elle est inerte. Mais un être humain, c'est pas inerte. Ça entend, ça enregistre. Et des fois, il y a des mots que j'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit là, quoi. D'accord? Bon. Donc, tout ça, ça existe. D'ailleurs, récemment, j'étais confronté à une classe où il y avait un élève qui dit, ouais, il y en a un dans le lycée, il insulte tout le monde, etc. Alors, il se posait des questions. Effectivement, ça peut nous arriver d'adresser un mot, un gros mot, ça arrive à tout le monde, ça peut m'arriver aussi, ça n'est pas le problème. Mais quand l'insulte devient systématique, c'est pas un signe de très très bonne santé pour la personne qui insulte, hein. Pas pour celui qui est insulté. Hein. C'est le signe qu'on est très très pauvre au fond de soi. Parce que si on se respectait un peu, on n'aurait pas l'insulte systématique comme ça vis-à-vis de l'autre. C'est le signe qu'on est soi-même en souffrance. Ça veut dire que quand tu insultes, tu as beaucoup d'ennemis au fond de toi. Tu es très en souffrance au fond de toi. Tu ne te respectes pas puisque tu insultes systématiquement. Donc tu as des ennemis intérieurs très forts. Et comme tu as des ennemis intérieurs très forts, tu vas t'inventer des ennemis à l'extérieur. Alors tu insultes qui ne te convient pas pour tel ou tel prétexte. Il y a des fois, je ne sais pas si cette situation, il peut arriver des gens qui sont tellement en souffrance au fond d'eux-mêmes, il suffit de les regarder, c'est déjà un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes? Il y a un problème. Ça va pas ou quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de souffrir. Si juste je t'ai regardé, et c'est un problème pour toi, c'est même au volant de voiture, vous savez, vous conduisez, puis le mec, juste parce que vous avez touché son rétroviseur, vous ne l'avez pas abîmé, hein, vous avez juste, il sort, il est prêt à tout casser, quoi. C'est bon. Pardon, excusez-moi, je suis prêt à m'excuser, mais c'est bon, c'est pas la peine. Il sort de la voiture, il est prêt à tout casser. Femme, enfant, peu importe. En non-violence, on appelle ça petit clic, grand choc. Je t'ai juste fait ça, et toi, tu es devenu une bombe atomique. Ok, donc on n'est pas très fort quand on insulte, c'est plutôt le signe qu'on est très très faible. Je voulais vous raconter une petite histoire de non-violence, très concrète. Alors, ce n'est pas un cas d'école qu'il faut imiter, hein, c'est juste pour vous donner comme ça des petits repères. C'est l'histoire de Marie qui ne voulait pas ranger sa chambre. Alors, Marie, elle avait 15 ans. Sa maman avait tout essayé. C'était un bordel indescriptible. Avec tout ce que ça veut dire. Bon, bref. Elle avait empêché de ci, elle avait interdit le portable, bref. Et elle était convaincue, la maman, d'agir pour son bien. Elle ne lui demandait pas non plus quelque chose d'impossible. Mais rien n'y faisait, il n'y avait rien qui changeait. Et un soir, à table, la maman, elle a dit, bon, maintenant, je vais changer de stratégie, quoi. Elle dit, maintenant, je ne vais plus faire pareil, j'en ai marre. Un soir, ils arrivent à table au repas.
Maman, elle sert tout le monde, elle sert le papa, elle sert le petit frère, elle sert Marie. Et quand elle arrive devant son assiette qui était là, elle prend l'assiette et la retourne. Et elle s'assied. Et Marie, elle fait, pourquoi tu fais ça, maman? Il dit, ben, tant que tu ne rangeras pas ta chambre, maman ne mangera pas. Ben, tu ne manges pas, ben, c'est ton problème. Tu n'as qu'à pas manger, tu feras le régime. C'est ton problème, c'est pas le mien, quoi. Maman, elle dit rien. Maman ne réagit pas. Elle ne mange pas. Elle passe le repas assise, et c'est à la fin, etc. Marie va se coucher, ça a commencé quand même. Hein. Le soir, au dîner, maman revient, elle met la table. Marie n'avait pas rangé sa chambre, toujours. Elle sert tout le monde. Quand son plat arrive devant elle, elle le retourne son assiette, sans cri, sans comédie. Maman ne dit rien. Tu ne manges pas, maman? Non, je ne mange pas, Marie, et tu en connais la raison. Tant que tu ne rangeras pas ta chambre, maman retournera son assiette. Pendant le repas, Marie, là, elle ne dit rien. Elle ne dit pas, t'as qu'à pas manger. Elle commence un petit peu à réfléchir. Elle voit que sa maman, hein, d'accord, elle commence à allumer ses neurones de miroir. Elle voit sa maman qui souffre quand même, qui est malheureuse. Marie, elle aime sa maman. La maman aime Marie. D'accord, ça, c'est pas discutable. Marie, elle va se coucher, ça commence quand même à l'intriguer, tout ça. Le lendemain, elle se réveille, elle pense à sa maman, elle connaît sa maman, elle sait qu'elle est tenace. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable qui se réveille en elle. Et je ne peux pas continuer à faire ça. Si elle continue encore ce soir à ne pas manger, elle ne déjeune pas, etc., comment ça va se passer, etc. Elle va à la cantine à midi, le soir elle rentre, à 17h, elle va ranger sa chambre. Et le soir, le dîner, elle se passe, maman mange, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maman, elle a utilisé une technique de la non-violence. Elle n'a pas frappé Marie, hein. Elle n'a pas pris un martinet, elle ne lui a pas tiré le réveil dans la gueule. Pas du tout. Elle a dit, je vais prendre sur moi. Et parce que je vais prendre sur moi, je vais t'inviter, toi, à faire ressurgir tes valeurs d'intelligence, d'amour, l'amour que tu as pour ta maman, l'amour que j'ai pour toi. Et elle a fait fonctionner ses neurones du miroir. Et c'est ça qui a tout changé. Elle a donc trouvé la solution pour éveiller chez Marie, qui n'était pas idiote, les sentiments les plus vertueux. Et Marie n'a pas eu besoin ni de fessées, ni de coups, et maman, etc. Et tout le monde est sorti gagnant. La deuxième histoire que je voudrais vous raconter, c'est dans un lycée technique. Il y avait récemment, c'était très récent, c'était une formation à la non-violence. Il y avait une quinzaine d'élèves qui avaient une formation à la non-violence. Et la formatrice à la non-violence, à un moment donné, elle se rend compte qu'il y avait un des élèves qui manquait. Cet élève, c'était Adrien. Vous êtes là? Adrien était manquant. Alors, on pose la question, pourquoi Adrien n'est pas là? Ben, Adrien, madame, ça fait 6 semaines qu'il ne vient plus au lycée. Ah bon? Et pourquoi il ne vient plus au lycée? Alors, il y en a un qui dit, parce qu'il a décidé d'abandonner, il en a marre des études, il ne veut plus étudier. Bon. La formatrice en non-violence, quand même, elle se pose un peu les questions. Et puis, à un moment donné, il y a un des camarades, des 15, qui dit, moi, je sais pourquoi Adrien ne vient plus au lycée. Ah bon? Tu sais, alors tu peux nous le dire? Il dit, bon, Adrien, il est interne comme nous, mais moi je sais pourquoi il ne vient plus. Moi, je n'accuse pas mes camarades, mais moi, le premier, on fait des choses à Adrien qui ne sont pas normales. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, il y a, avant qu'il parte, on lui a volé les lacets de ses baskets, une nuit. Un soir, on lui a coupé une jambe de son pantalon. Un soir, on lui a mis du cirage sur sa joue. Un soir, etc., etc. Et Adrien, il en avait jusque-là. Alors il y en a qui disent, mais alors pourquoi il ne se défend pas? C'est sûr qu'à 10 contre 1, c'est difficile de se défendre. Et c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et Adrien, il en a eu tellement marre qu'un soir, il est rentré chez ses parents et il a dit à sa maman, je ne peux plus aller au lycée. Pourquoi? Parce que j'en ai marre des études. Il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit ce qui se passait. Mais ce jour-là, dans la classe, il s'est passé quelque chose. Il y en a un qui s'est levé, il n'a pas accusé les autres. Il a dit, moi, je suis le premier. Moi aussi, j'ai participé à ça. Et les autres ont commencé à parler. Ils ont commencé à prendre conscience de ce qu'ils infligeaient tous les soirs à Adrien. Et là, c'était plus de la rigolade. Parce qu'Adrien, il était en train de couper son année scolaire. Et vous verrez que ça peut être très très grave. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour réparer? Est-ce que vous avez une idée? Quelle idée ont-ils eu pour essayer de réparer leur erreur? Parce que c'est ça aussi. Je dis la vérité et à un moment donné, j'essaie de réparer. Alors, ils ont eu une idée. Ils ont dit, on va écrire à Adrien et à sa maman. Alors la formatrice en non-violence a dit, super idée,
Alors ils se sont mis, après 5 heures, après la classe, ils ne sont pas sortis. Ils ont dit, on va la faire ce soir. Ils se sont mis à écrire, et ils ont écrit une lettre. Cette lettre, je vais vous la lire. Cher Adrien, la classe de Bac Pro 2 voulait te dire quelque chose. Pour nous, ce que tu as subi n'était que de la simple rigolade. On ne savait pas que ça te faisait autant de mal. C'est pour ça qu'on a eu une petite réunion de non-violence et qu'on nous a raconté ce que tu éprouvais. La classe est désolée pour ce que tu subissais, mais maintenant il est trop tard pour revenir en arrière. C'est pour ça qu'à partir de ce moment, nous allons faire de notre mieux pour que tu puisses te sentir au meilleur. C'est un corsicisme. Mais surtout, passer ton examen dans les meilleures conditions. Tu peux revenir serein. Rien ne se passera plus comme avant. Comme ça, tu pourras dire à ta maman que ton calvaire est fini. Maintenant, il ne reste plus que 6 mois avant le bac. On t'assure que se passeront bien. Sur ce, la classe te souhaite un bon retour parmi nous. Il n'y avait 15 signatures en bas. Ils sont allés voir le proviseur. Ils ont demandé l'adresse de la maman d'Adrien. Ils ont acheté un timbre, une enveloppe. Ils sont allés poster la lettre. Et après, vous savez ce qui s'est passé, c'est que tous les matins, ils allaient voir la secrétaire du proviseur en disant, est-ce qu'il y a une réponse? Non, non, il n'y a pas de réponse. 2 jours, 3 jours, 1 jour, etc. 15 jours, la maman a téléphoné à la secrétaire, etc. Au bout de 18 jours, Adrien est revenu au lycée. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé ce jour-là. La classe était différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conseil de discipline, il n'y a pas eu de puni, il n'y a pas eu d'exclusion. Tout le monde est sorti beaucoup plus grand, vainqueur, il n'y a pas eu besoin. Parce que justement, on a accepté de dire la vérité, de réparer. N'imaginez pas que les copains d'Adrien, c'était des voyous, pas du tout. Ce n'était pas des voyous, sauf qu'ils n'étaient pas conscients des conséquences que ça prenait. D'accord? C'est-à-dire qu'il tapait sur un punching ball. Adrien, c'était le punching ball, tous les soirs. Et c'est devenu insupportable. Et ils sont tous sortis gagnants de cette merveilleuse histoire. Ça, c'est une histoire de vie extraordinaire. D'accord? Alors, je voulais, bien sûr, au-delà de ça, vous dire que, on a parlé des coups, des mots, on peut dire aussi qu'il y a des situations de violence dans le monde qui sont terribles. C'est-à-dire des violences qu'on ne voit rien, c'est invisible. Le chômage, la précarité, l'alcoolisme, la pollution, un enfant qui meurt de faim dans le monde, est-ce que c'est violent ou pas? Pourtant, il n'y a personne qui le tue apparemment. Mais sachez que toutes les 20 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde. C'est quand même d'une violence inouïe, que sur cette planète où il y a de quoi manger pour tout le monde, qu'il y ait des enfants qui meurent de faim, c'est-à-dire des mamans qui pleurent, etc., etc. Donc ça fait partie aussi des formes de violence. Il y a les violences qu'on fait à la nature, en polluant extrêmement ce qui est autour de nous. 90% des fleuves du monde aujourd'hui, on dit que ce sont des pharmacies à ciel ouvert, tellement il y a dedans des molécules chimiques. Aujourd'hui, au Canada, c'est prouvé, il y a des poissons qui ont le cancer. Ce sont les poissons qui ont le cancer. D'accord? Ça veut dire donc que l'homme, il est aujourd'hui reconnu que l'homme est le seul être vivant qui empoisonne sa nourriture. C'est aussi des formes de violence. D'accord? Et ça, il faut en être conscient et peut-être que nous pouvons faire quelque chose. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà été en colère? Qui n'a jamais été en colère? Bon, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes tous bien vivants. D'accord? Il y a quelqu'un qui dit la colère, c'est la santé. Mais, qu'est-ce que je vais faire de ma colère? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que parce que je suis en colère, je sors et je tape tout ce qui bouge? Je casse tout ce qui passe devant moi? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Pas sûr. Il y a quelqu'un qui dit la colère, c'est comme l'électricité. Ça peut être très efficace parce que ça nous éclaire, ça nous aide à, etc. Mais ça peut être dévastateur. N'essayez jamais de mettre un doigt dans une prise électrique. Là. Vous verrez ce que ça peut faire. D'accord? Donc, c'est comme l'électricité et la colère. Si vous ne savez pas la gérer, ça peut être une hécatombe. Donc, ça veut dire que tous en nous, bien évidemment, parce que nous sommes vivants, nous avons de la colère, il y a des choses qui nous mettent en colère. Et quand on a quelque chose qui nous met en colère, soit on fait comme le crocodile. Le crocodile, lui, il n'a pas de solution. Lui, c'est toi ou moi. Ou je meurs ou tu meurs. Lui, il ne discute pas. Il n'a qu'un cerveau, il est là. On l'appelle d'ailleurs le cerveau reptilien. C'est pas par hasard. Donc lui, il ne discute pas. Tu m'agresses, je t'agresse encore plus fort. Tu me rentres dedans, je te rentre dedans. Tu passes devant moi, je te saute dessus. Ok, nous sommes des êtres humains. Nous avons 3 cerveaux.
Donc il faut faire très attention quand nous sommes dans des situations de colère. Pourquoi? Parce que la colère, ça peut être très bien, on l'a dit, mais ça peut être aussi une forme de mafia. C'est-à-dire, vous connaissez la phrase « c'était plus fort que moi, monsieur ». Il est venu, il m'a tellement énervé, je lui ai tiré les ciseaux dans la gueule. Ah oui, tu sais qu'il est à l'hôpital. Je reçois très récemment la lettre d'un prisonnier qui a commis un acte très très grave. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, moi j'ai fait 20 ans de tôle. Je vais bientôt sortir. Il dit, mais même quand je sors, je serai en prison. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que j'ai enlevé la vie à quelqu'un. Comme j'ai enlevé la vie à quelqu'un, même quand je sortirai et que je serai libre, dans ma tête, ça va être une prison. Parce que j'ai fait quelque chose qui est irréparable. Ah bon? J'ai dit, comment ça s'est passé? Il m'a dit, moi, c'était 10 secondes dans ma vie. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Une porte, on dit, elle est sortie de ses gonds. Vous voyez? C'est-à-dire, on la sort et elle ne ferme plus, elle n'ouvre plus. Vous la connaissez, cette expression. Sortir de ses gonds. C'était plus le même. C'est quelqu'un, vous le connaissez, il est normal, et à un moment donné, il y a une émotion, pour quelque raison, justifiée ou pas. Et il est devenu un autre. Et là, si ça vous arrive, je vous invite, parce que ça, c'est une mafia. Et c'est la mafia qui décide pour vous. Elle est là dans l'ordinateur, et si vous avez une arme, gare à vous, parce que là, vous allez tirer. C'est pour ça qu'avoir une arme, c'est quelque chose de très dangereux. Moi, je dis quelquefois, avoir une arme, c'est comme quand on signe une lettre qu'on n'a pas lue. Est-ce que vous signeriez une lettre que vous n'avez pas lue? Vous mettez votre nom, vous, en bas d'une lettre que vous n'avez pas lue? Non, vous la lisez, la lettre. Bien, une arme, c'est un peu comme ça. Si vous prenez une arme avec vous, c'est comme une lettre que vous n'avez pas. Alors lui me dit, moi, c'était à cause de 10 secondes dans ma vie où tout a été renversé. Il dit, je regrette, de toute ma vie, je vais regretter ces 10 secondes-là. Parce que c'est la mafia qui était en moi. J'ai pris la mafia qui donne des ordres. C'est elle qui commande, c'est plus toi qui commande. Dans ces cas-là, il vaut mieux respirer très fort quand il nous arrive un truc comme ça, pour ne pas commettre l'acte irréparable, parce que malheureusement, il était bien conscient que c'était irréparable. Quoique, on peut essayer de se réparer. Tout le monde a le droit à la réparation. Alors, le crocodile, lui, il n'a pas de choix. Le crocodile, lui, il ne peut pas réfléchir. Lui, il connaît que A ou B, noir ou blanc. D'accord? Par exemple, ça peut nous arriver dans des choses très simples de la vie. Ça vous est jamais arrivé de bien avoir appris votre leçon? Moi, ça m'est arrivé. J'avais bien appris ma leçon. J'arrive devant tout le monde. Le jour, le prof, il dit, Bernardine, tu veux réciter ta leçon? Moi, j'avais tellement de stress, peur. Je me lève, et là, j'avais tellement peur que mon premier cerveau, il s'est arrêté là, quoi. Je ne pouvais plus monter dans mon deuxième, dans mon troisième cerveau. Je ne savais plus ma leçon. J'avais tellement peur. Je suis comme le mec, c'est la mafia qui déconnecte. Et je ne savais plus rien. T'as pas appris ta leçon? Oui, monsieur, je l'ai apprise. Alors pourquoi? J'avais peur, l'anxiété. Ça peut vous arriver, ça, non? Peut-être pas dans une situation en classe, où les profs ne sont pas des tyrans, mais ça peut nous arriver dans la vie, de perdre nos moyens à cause d'une émotion forte. Et je ne sais plus ce que je faisais, c'était plus fort que moi. Et donc dans des situations, y compris très très simples de la vie. Puis je voulais maintenant vous parler d'une autre forme de violence qu'on voit de plus en plus. Cette semaine, c'est la semaine contre le harcèlement à l'école. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être violent d'une manière très très douce, très cachée, qu'on appelle le cyberharcèlement. On peut utiliser d'autres moyens, c'est-à-dire humilier, insulter par réseaux sociaux interposés, Facebook, des chaînes d'insultes par SMS. On peut lyncher quelqu'un sur Facebook. D'accord? Anonymement, bien évidemment, parce qu'on prend un pseudonyme. Alors bien sûr, quand j'insulte quelqu'un comme ça du visu, oui, c'est une manière, mais quand je commence à dire que Bécassine est une salope et qu'on est 200 à le dire sur les réseaux, là, la charge, c'est plus la même. Et Bécassine, elle n'est pas devant nous. Bécassine, elle est en train de pleurer dans sa chambre. Et nous, on est anonymes et ça nous fait rire. Parce qu'hier, on était 50, maintenant, on est 200. Ou bien, on a décidé que Tartampion, c'est un bâtard. Voilà. On tape sur Tartampion, et Tartampion, il est en train de... dans sa chambre, en train de se morfondre, et en train, avec des idées noires qui lui viennent dans la tête, parce que c'est insupportable. C'est comme s'il avait une armée devant lui, quoi. Alors on peut bien sûr, à partir, on le disait tout à l'heure, un détail physique, etc. On va te faire la peau, on est 150 à te faire la peau, et tu vas voir, et tu vas comprendre, etc. Vous comprenez bien que c'est une chose d'être menacé par quelqu'un qui vous le dit en face, comme ça, mais d'être menacé par 5, 10, 100, 200, qui ne vous lâchent jamais, ni après l'école, ni dans votre chambre, ni pendant les vacances, c'est plus pareil, quoi.
C'est une charge très très lourde. Il faut être très très fort pour supporter ça. Et je vais vous raconter d'ailleurs une histoire à ce sujet. Donc, quand vous faites mal à quelqu'un devant vous, vous voyez très bien qu'il est en train de pleurer, qu'il est blessé. Là, vous ne le voyez pas. Il est de l'autre côté, il est loin de vous. Les neurones du miroir, elles ne fonctionnent plus là. D'accord? On appelle ça l'effet cockpit. Les spécialistes appellent ça l'effet cockpit. C'est comme quelqu'un, vous avez sans doute vu ça à la télé, il est d'un côté du monde, dans un laboratoire militaire, il peut décider d'envoyer des missiles de l'autre côté du monde, il a un écran là-bas où il voit, par satellite, le pays, il envoie des bombes, il se trompe, ça tombe sur des innocents, parce qu'on a bu une bière, on rigole. On va retirer un autre. Ça part de l'autre côté du monde. C'est l'effet cockpit. Je me rends plus compte de ce qui se passe autour. L'empathie dont on parlait tout à l'heure, les neurones du miroir, là elles sont off, ça n'existe plus. C'est un danger. D'accord? Alors je voulais vous raconter, et bien sûr, des fois quand des harceleurs se font attraper, ils disent oh ouais, mais c'était de l'humour, c'était pour rigoler. Ah bon? Je ne savais pas que l'humour c'était ça maintenant. Je voulais vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée à Marseille. C'est l'histoire d'un étudiant, lycéen, qui s'appelait Cédric. Il était dans un lycée de Marseille où il travaillait bien, comme quelqu'un de normal, il voulait être astrophysicien, et puis un soir, il est rentré à la maison, et il était très en confiance avec sa maman. Il était très en confiance avec sa maman, parce qu'on peut être en confiance avec sa maman, et puis il y a des choses qu'on ne lui dit pas, mais lui, vraiment, sa maman, c'était vraiment quelqu'un qui l'écoutait. Et donc il est rentré, il a dit à sa maman, écoute, aujourd'hui j'ai fait une grosse connerie. Enfin aujourd'hui, il y a quelques jours. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une grosse connerie. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit en fait, je me suis fait piéger sur un plan internet, un plan avec caméra, un plan webcam. En fait, il était sur internet, il a cru discuter avec une certaine Jennifer. Et il a sympathisé avec Jennifer, une fois, deux fois. Puis Jennifer lui a demandé d'enlever son t-shirt. Il a enlevé son t-shirt. Et puis Jennifer lui a demandé d'enlever son pantalon. Il a enlevé son pantalon. Tout ça filmé. Puis Jennifer lui a demandé d'enlever son caleçon. Il a enlevé son caleçon. Il a été filmé tout nu. Et dès qu'il a été filmé tout nu, c'est une autre histoire qui a commencé. Il a commencé à recevoir sur son portable des messages qui lui disaient voilà, j'ai la vidéo de toi tout nu, je t'ai filmé. Si tu ne réponds pas avec les SMS surtaxés maintenant, je vais mettre ça sur tous les réseaux. Et là, c'est vrai qu'il a commencé à rentrer dans une folie incroyable. Il a dit, tu ne peux pas faire ça. Il a commencé à envoyer des textos. Et Jennifer, elle a disparu de l'écran. D'accord? Parce que Jennifer, elle avait pêché le poisson. C'est bon, en fait, il discutait avec une fausse Jennifer. D'accord? Il a commencé. Alors sa maman, elle écoute ça, elle dit, bon, ok. Il est allé à la police. En fait, il était tombé sur une escroquerie bien organisée aujourd'hui dans le monde, qui piège non seulement des adolescents comme vous, mais des adultes aussi. Pas seulement des adolescents, qui piègent beaucoup de monde. C'est une technique, donc, on taxe les gens. Et alors, lui, il a commencé à envoyer des SMS, mais ça n'arrêtait jamais. Il en a envoyé 50, 80. Après, son forfait était épuisé, il ne pouvait plus en envoyer, quoi. Sa maman a dit, on va aller porter plainte. Il est allé porter plainte. Ok, il a expliqué ce qui s'était passé. Puis plus rien. Cédric, il continuait à aller au lycée. Et croyez bien que tous les jours et toutes les nuits, ça l'empêchait de bien dormir. Puis un jour, ses parents, ils sont rentrés à la maison. Sur la table, il y avait une lettre. Ils ouvrent la lettre. Et c'est vrai qu'il avait écrit une lettre à ses parents, dans laquelle il disait, voilà, mes chers parents, j'avais tout pour être heureux. Mais cette vidéo de quelques dizaines de secondes qui existe, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, elle va ressortir. Et pour moi, je ne peux pas le supporter. C'est insupportable pour moi. Il était dans une honte telle, il semblait que c'était insurmontable. Insupportable. Bien, malheureusement, Cédric, il s'est suicidé dans sa chambre. C'est une histoire vraie. Alors bien sûr, après, on est retourné au commissariat, on s'est rendu compte que c'était une filière qui était dans différents pays européens. Mais quelle tristesse. Parce que Cédric, c'est un peu notre frère à tous. C'est une histoire banale. Est-ce que vous croyez vraiment que Cédric, il avait commis un acte qui méritait qu'il disparaisse? Non. Même dans la pire des hontes, on peut toujours se réparer. Mais lui, il était tellement sincère. Il s'était tellement auto-culpabilisé, il se sentait fautif. Et la honte qu'il avait, ça l'isolait complètement. Il n'a peut-être pas eu les copains qui lui ont dit, mais t'inquiète pas, on va réparer ça. Mais lui, l'idée qu'un jour, cette vidéo pouvait ressortir, c'était insupportable.
Et il n'y a pas que Cédric qui a fini comme ça. Aïcha, Marion, Moussa, plein d'autres qui ont fini comme ça, avec des histoires banales. Alors, est-ce que Facebook est un vrai ami ou est-ce que Facebook est un faux ami? Je pose la question. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, récemment, il y a eu un congrès des plus grands spécialistes des réseaux, ça se déroulait à Paris. Et effectivement, c'était une conférence internationale. Et qu'est-ce qu'ils ont donné comme conseil? Et je vous les donne. Ils disent, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous mettez sur Internet pourra être réutilisé à votre insu. Tout ce que vous mettez. Tout ce que vous mettez sur Internet, il restera éternellement. Vous avez bien entendu? Tout ce que vous mettez sur Internet, il restera éternellement. C'est ineffaçable. Est-ce que vous entendez bien ça? C'est ineffaçable. Donc aujourd'hui, ça peut vous sembler rigolo de dire tiens, je joue à ça, etc. Mais en face, c'est comme Bernardo Provenza. Il ne savait pas que ce jour-là, ce n'était pas des faux gentils qu'il avait devant lui. Donc et pour lui, pour Cédric, c'était insupportable. Donc première chose, tout ce que vous pouvez indiquer sur Internet, il restera éternellement. On ne laisse ni adresse, ni numéro de téléphone. C'est ineffaçable. La deuxième chose, c'est que vous devez savoir que tout ce que vous mettez, ça peut tomber dans le domaine public. C'est-à-dire que moi, je peux prendre la photo et en faire ce que je veux. Anonymement, je ne vais pas me dénoncer, je vais utiliser un pseudonyme, et puis alors après, il y aura tellement d'enquêtes à faire, etc. Donc, toutes les photos suggestives, les photos de soi, etc., il vaut mieux les garder pour son intimité, quoi. Bien sûr, aujourd'hui, le cyberharcèlement, il tombe sous le coup de la loi. Vous pouvez porter plainte, on ne peut ni être harcelé, ni être harceleur, donc on évitera bien évidemment tous les propos diffamatoires sur quelqu'un, et d'ailleurs, je vous conseille de n'écrire à quelqu'un ou à son sujet que des choses que vous pouvez lui dire en face. Vous n'écrivez à quelqu'un ou au sujet de quelqu'un que des choses que vous pouvez lui dire en face, à visage découvert. Si j'ai quelque chose qui ne va pas avec toi, je suis capable de venir te voir et te dire voilà le problème. Mais je ne suis pas anonyme pour t'insulter, pour t'humilier par réseau interposé, etc. Parce que ça peut être très dangereux. Donc vous voyez, est-ce que c'est des faux amis ou des vrais amis? Je vous demande vraiment de réfléchir à ça. Alors pour finir, je voulais vous raconter deux histoires. La première, c'est l'histoire d'une femme dont peut-être vous connaissez le nom, mais qui est vraiment une grande de la non-violence. Son nom, c'est Rosa Parks. Vous connaissez ce nom? Qui peut dire en un mot qui elle était? Juste en un mot. Qui sait? Qui peut le dire? Oui? Une militante des droits civiques. Rosa Parks était en effet une américaine, on parle des années 1950 aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, vous allez voir, c'est très proche de nous. C'est qu'à cette époque-là, aux États-Unis, c'était ce qu'on appelle la ségrégation raciale. C'est-à-dire, les Noirs n'ont pas le droit de se mélanger aux Blancs. Les Noirs n'ont pas le même droit que les Blancs. Il y a des entrées pour les Noirs et des entrées pour les Blancs. Donc, il y a des domaines de la vie publique qui sont interdits aux Noirs. Il y a des restaurants où les Noirs n'ont pas le droit d'aller. Et il y avait aussi des cafés interdits aux Noirs, etc., des pancartes. Il y avait même des pancartes qui mettaient interdits aux Noirs et aux chiens. D'accord? C'est pour vous dire dans quel monde on vivait à cette époque-là aux États-Unis. Alors bien sûr, il y avait beaucoup de Noirs qui disaient « Mais écoutez, moi je vous le dis, il faut tirer, il faut sortir, il faut s'armer, il faut se défendre, il faut prendre des armes, parce qu'on est humilié tous les jours. » Il y en avait qui disaient ça. Et d'autres qui disaient « Non, je ne pense pas que c'est la bonne méthode. » Alors Rosa Parks, cette petite femme, elle s'est formée à la non-violence. Elle dit, moi je ne veux pas prendre des armes, j'ai jamais touché une arme de ma vie, mais je veux faire autrement. Et un soir, effectivement, c'était le 1er décembre 1955, dans une ville des États-Unis qui s'appelle Montgomery, qui était une des villes les plus racistes, où les Noirs et les Blancs, etc. Elle sort de son travail, elle rentre dans un bus, et dans ces bus, vous savez, les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir aux places qui étaient devant parce qu'elles étaient réservées pour les Blancs. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir. Et si elle pouvait s'asseoir au fond, mais si tant est qu'il y avait encore des Blancs qui voulaient des places, il fallait qu'elle se lève et qu'elle laisse la place. Et ce soir-là, elle rentre dans le bus, tranquille. Il y avait le premier rang qui était disponible, elle s'assied là. Elle s'assied là-dedans. Alors déjà dans le bus, il se passe un truc. Prochain arrêt, il y a un mec qui monte, un blanc. Il va voir le premier rang, il va tout de suite chez le chauffeur et il dit, dis-moi, c'est quoi la négresse là, qui s'assied là? Tu as vu la négresse où elle est assise là? Le
chauffeur, il avait vu, bien évidemment, il prend son téléphone, il appelle la police. Rosa Parks, elle voyait ce qui se passait. 2 arrêts après, la police monte dans le bus. Rosa Parks, elle savait bien quel était son sort. Elle s'approche et dit oui, allez-y, vous voulez m'arrêter? On arrête Rosa Parks, on la mène en prison. Il y a déjà des blancs qui commencent à dire c'est quand même, c'est incroyable, on ne peut pas faire ça, c'est pas juste. On est déjà en prison juste pour ça. Des blancs qui commencent à parler, quoi. Des gens autour qui commencent à savoir, ouais, il paraît qu'on a incarcéré une femme. Rosa Parks, ça commence à bouger. Les gens autour, ils ne disaient pas, j'ai rien vu, hein. J'ai rien entendu, c'est pas mon problème. Rosa Parks, elle n'était pas du tout connue, elle était couturière. C'est un petit métier de rien. C'était la dernière des dernières. Puis il y a des gens autour qui disent, mais c'est pas normal, on va réagir. Puis il y avait un mec autour aussi qui s'appelle Martin Luther King. Vous connaissez ce nom? Vous l'avez peut-être entendu. Intéressez-vous à lui, peut-être qu'un jour un d'entre vous fera un exposé sur lui, c'est un grand homme. Et lui, il a commencé à organiser autour. Rosa Parks était en prison, alors il y a des gens qui se rassemblaient le soir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y en avait qui disaient, je vous l'ai dit, il faut sortir, on prend des armes et on tire. On n'a qu'à tirer nous aussi, il ne faut pas se... Non, pas de violence. Alors il y en avait qui étaient vraiment déçus, quoi. Et comment? Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? On va décider autre chose. On va réfléchir. Et un soir, ils se sont réunis, ils ont décidé une chose incroyable. Ils ont décidé, donc à partir de demain, nous les Noirs, on refuse de monter dans les bus. On boycotte les autobus. Ils ont inventé le boycott. Donc, plus aucun Noir ne prenait les autobus. C'était pas facile, hein, parce que certains, pour aller à leur travail, ils avaient 10 km à faire. Ils n'avaient pas de voiture. Et le lendemain, ils ont commencé, ils partaient 1 heure avant, et vous les voyez dans les rues de Montgomery en train de marcher. Puis il y avait déjà des Blancs qui disaient, mais c'est scandaleux. Qui commençaient à faire du covoiturage, qui s'arrêtaient sur les quartiers. Ils disaient, monte avec moi, come with me, come with me. Même si je suis blanc, tu montes avec moi, parce que ce qu'on vous fait suivre, c'est un... Et la parole a commencé à se délier, quoi. Ce qui fait qu'au bout de quelques jours, les bus étaient vides. Il n'y avait plus que les blancs. Comme la population noire était majoritaire. Alors là, ça a commencé. Alors il y en avait qui disaient, bien sûr, les propriétaires des bus, ils disaient, t'inquiète pas, les négros, ils vont se calmer, hein. Ça va durer 1 mois, ils vont comprendre. Quand l'hiver va arriver, ils vont comprendre que... Mais les négros, ils ne lâchaient pas. Et au contraire, il y avait des gens de tous les pays du monde qui commençaient à être solidaires. Qui disaient, vous avez raison, c'est une lutte importante, c'est une lutte pour l'humanité, etc., etc. Vous savez combien a duré le boycott? Il a duré 361 jours. Il faisait du covoiturage. Il y en a qui s'arrêtaient, des taxis qui s'organisaient pour transporter les gens, etc. C'était merveilleux. Il s'est passé des choses qui étaient totalement insoupçonnées. Au bout d'un an, comme les compagnies d'autobus tombaient en faillite, oui, il n'y a plus personne qui payait, elle ne pouvait plus payer l'entretien des bus, il n'y avait plus d'argent pour payer les chauffeurs. Alors là, au bout d'1 an, le gouvernement américain a voté la fin de la ségrégation raciale. C'est comme ça qu'a commencé à s'éteindre toute cette ségrégation-là. Ça veut dire que Rosa Parks, avec un geste de rien du tout, s'asseoir dans un bus, c'est quand même pas difficile, hein? Eh bien, mais avec un geste calculé, organisé, elle a réussi à inverser tout le cours de l'histoire. Elle a fait ce que tout le monde était solidaire dessus, non seulement les Noirs, mais les Blancs aussi. D'accord? Ça veut dire que pourtant, croyez-moi, hein, on les traitait de tout. Martin Luther King, on lui a fait exploser sa maison. On a fini par le tuer d'ailleurs plus tard, parce que lui, il était accusé d'avoir organisé tout ça, etc. Hein? Mais voyez, elle a gagné le combat. Et aujourd'hui, ben, les États-Unis ont un président noir. Si vous aviez dit à Rosa Parks qu'un jour les États-Unis ils auraient un président noir, ils vous auraient rigolé au nez. Vous disiez, mais ça va pas ou quoi? C'est impossible. Donc elle a gagné un combat grâce aux méthodes de la non-violence. D'accord? Vous voyez comme quoi la colère, et je vous jure que Rosa Parks, elle était très très en colère. Et si vous comparez entre la colère de Rosa Parks, qui a changé le monde et qui a mis tous les justes de son côté, et la colère de ceux qui ont tiré sur des innocents les 7, 8 et 9 janvier, Koulibaly et les autres, ils étaient très en colère apparemment. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur colère? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur colère? C'est une question. Rosa Parks, elle a donné un très très bel exemple. La dernière, vous connaissez le texte de Martin Luther King, I Have a Dream? Merveilleux ce texte, il est à apprendre par cœur. Je vous invite vraiment à regarder le film Selma et éventuellement à faire un reportage là-dessus ou un exposé. La dernière histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Pour moi, c'est un peu le sommet de la non-violence. Ça semble presque surhumain, mais c'est une histoire réelle. Ça s'est passé aux États-Unis il y a quelques années.
C'est dans la ville de Washington, un soir à 3 heures du matin. Je vous ai dit, c'est le sommet de la non-violence. Je ne souhaite à personne de vivre cette situation-là, mais vous allez voir de quoi est capable l'ordinateur de l'être humain. C'est donc un soir à 3 heures du matin, la police vient frapper dans un appartement de Washington, chez madame, je ne sais plus son nom. Il dit, vous êtes bien la maman du petit jeune de 14 ans qui s'appelle, oui, elle dit oui. Il s'assied à table, elle se rend compte qu'il s'est passé un truc grave. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il a été? Non, voilà, il s'est passé un truc grave, notre fils. Qu'est-ce qu'il a? En fait, son fils venait d'être retrouvé assassiné dans une rue de Washington. Vous imaginez un peu l'état de la maman. Bon. Au bout de 3 jours, on a un présumé coupable. Le présumé coupable, il a 13 ans. 13 ans. Bon. Le procès approche, la maman, bien évidemment, vous imaginez. Le jour du procès arrive, elle va dans la salle du tribunal. Pour la première fois, elle voit en face d'elle le présumé coupable. Il a 13 ans. Elle s'approche de la vitre. Il était séparé, elle s'approche de lui et le regarde dans les yeux pendant 3 minutes, sans dire un mot. Elle le regarde comme ça. Il y a une larme qui coule. Et puis elle lui dit, I will kill you. Je vais te tuer. I will kill you. Lui, il entendait pour la première fois. Ok. Le procès a lieu. Il est reconnu coupable. Et il est condamné à une peine moins lourde, puisque quand les faits se sont déroulés, il était mineur, donc il a eu une peine inférieure parce qu'il était mineur. Bref, quand il est condamné, elle demande dans quelle prison il est incarcéré. On lui donne l'adresse de la prison. Elle prend un jour, elle décide d'écrire une lettre au directeur de la prison. Elle demande un droit de visite. Le directeur de la prison, il reçoit un droit de visite. Il dit, c'est la maman de la victime. Il réfléchit, il paraît qu'au tribunal, elle a dit qu'il allait le tuer. Bon, enfin, en prison, vous savez très bien que vous êtes fouillé pour entrer, etc. Bref, on lui accorde le droit de visite. Et ce jour-là, elle se retrouve dans un parloir avec lui, avec une vitre qui les sépare. Elle reste un moment silencieux, et puis elle commence à lui poser des questions. Elle lui dit, est-ce que quelqu'un est venu te voir? Ton père est venu te voir? Il dit, non, mon père n'est pas venu, j'ai pas de père. Ta mère est venue te voir? Non, j'ai pas de mère non plus. Personne n'est venu te voir? Non, personne n'est venu te voir. Est-ce que tu dors bien dans la prison? Non, je ne dors pas bien. Pourquoi? Et parce que nous sommes 4 dans la cellule et que je ne m'endors jamais avant que les autres ne se soient endormis. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on me fasse la même chose que j'ai fait subir à votre fils. Est-ce que tu manges bien en prison? Non. En partant, il lui donne $5. Qu'elle laisse au gardien de prison. Il dit, ça t'intéresse que je revienne te voir? Il dit, oui, vous pouvez revenir me voir. Elle instaure des visites régulières. Elle vient le voir. Elle a donc appris que c'est un enfant des rues, sans parents, qu'il est livré à lui-même, etc. Elle vient le voir régulièrement, lui rend visite. Elle a compris qu'il n'avait personne autour de lui. Puis les années passent. Puis au bout d'un certain temps, sa date de libération approchait. Elle dit, tu sais que tu sors le 8 avril, là, tu sais que tu vas sortir? Il dit, oui, je sais. Tu vas aller où? Il dit, je sais pas. Tu sais pas où tu vas aller? Tu vas aller dormir? Il dit, je sais pas. Tu veux travailler quand tu sors? Il dit, oui. Tu sais ce que tu vas faire? Pas du tout. On comprend qu'il est libre à lui-même. Et la fois d'après, il lui dit, écoute, si ça t'intéresse, je peux te dépanner. Chez moi à la maison, j'ai une petite chambre à l'étage. Si tu veux, je peux te dépanner pendant quelques semaines. Tu acceptes? Il dit, oui, j'accepte. Le jour de la libération arrive, elle va l'attendre devant la prison. Il a son petit sac, elle l'accompagne à la maison. Il lui montre sa chambre à l'étage. Il dit, voilà, c'est ta chambre, tu as ta clé, tu es indépendant. Voilà, je ne veux pas d'histoire. Sache que tu es là pour quelques semaines en attendant que tu... Okay. Le lendemain, elle lui demande de boire le café, elle lui demande un petit café, boire, etc. Il dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester enfermé dans ta chambre toute ta journée? Je ne sais pas, j'ai peur d'aller dans la ville. Mais il faut pas, tu ne peux pas rester là. Il faut que tu travailles. Il dit, ça t'intéresse de travailler? Elle dit, oui. Il dit, ça t'intéresse? Alors elle appelle un ami, elle dit, écoute, j'ai un ami, il veut bien te prendre à mi-temps, il a un emploi, il faut ranger des cartons dans un dépôt. Ça te va? Il dit, oui, je suis prêt à tout. J'ai envie de travailler. Je veux gagner ma vie. Je veux gagner ma vie. Je veux commencer une autre histoire. Ah, ok. Il lui trouve un emploi, il va travailler tous les jours chez son ami, là, il rangeait d'un dépôt. Alors elle appelé de temps en temps son ami en lui disant, alors comment il se comprend? Elle m'a dit, il est super. Il est volontaire, il est travailleur, etc., etc. Bref.
Ça se passait bien, quoi, etc. Bon, et puis il a vécu comme ça. Puis un soir, quand il rentre à la maison, il dit, dis-moi, demain matin, je veux te parler. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer un truc. Elle l'appelle dans son salon, elle lui fait le café, elle lui dit, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit au tribunal? Elle dit, oui, je me souviens. Il me dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Vous m'avez dit que vous alliez me tuer. Et il lui dit, je viens de le faire. Alors lui, il était tout étonné, il dit, oui. Je viens de le faire, je t'ai dit. Je voulais empêcher à tout prix que le garçon qui a tué mon fils reste vivant sur cette terre. C'est pour ça que je t'ai rendu visite. C'est pour ça que je t'ai donné un peu d'argent. C'est pour ça que j'ai été logé dans cette chambre. De cette manière, j'ai commencé à te transformer. Ce garçon que tu as été à 13 ans, celui qui a tué mon fils, qui m'a enlevé le trésor de ma vie, ce garçon-là, il n'existe plus. D'accord? Aujourd'hui, tu es libre. Aujourd'hui, tu es un homme. Aujourd'hui, tu travailles. Tu n'es plus le même. Tu as gagné ma confiance. Tu as mérité ma confiance. Tu as été à la hauteur de ma confiance. Tu es un homme aujourd'hui. Tu es libre. Et comme mon fils n'est plus là et qu'il ne sera jamais plus là, son assassin non plus n'est plus là. Nous sommes d'accord ou pas? Oui, nous sommes d'accord. Il avait les larmes aux yeux. Hein. Oui, nous sommes d'accord. Comme mon fils n'est plus là, son assassin n'est plus là. Alors j'ai envie de te demander une chose. Est-ce que tu as envie de vivre ici parce que j'ai de la place dans une chambre plus grande pour toi? Il dit oui. Est-ce que tu as envie de travailler à plein temps dans l'entreprise dans laquelle? Il dit oui. Il accepte. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques semaines après, il a tué. C'est une possibilité. Elle l'a demandé à l'adopter. Elle est devenue la maman du meurtrier de son fils. Et je peux vous dire que depuis, lui, il a tout fait pour être à la hauteur de ce geste. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais ça, moi je ne ferai jamais ça. D'abord, on sera, je l'espère, jamais confronté à ce type de situation. Mais oui, c'est le sommet, ça. C'est très très exigeant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas restée dans l'attitude du crocodile, hein, la maman. Hein. Elle a commencé par poser des questions. Elle a compris que l'assassin, c'était un enfant des rues. Il était livré à lui-même. Il a trouvé une arme un soir, il a tiré, etc. Elle a compris que l'arme, c'était un faux ami. Et puis elle a voulu s'interdire pour elle, la haine, la vengeance, qui sont des maladies, c'est un cancer pour le cœur. Elle a dit non, moi je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas rester avec la haine toute ma vie. Et puis elle s'est dit aussi, je ne veux pas devenir celui que tu veux que je devienne. Tu as tué mon fils, donc je vais te tuer. Tu me tues, je te tue. Elle n'a pas voulu tomber là-dessus. Elle a... Bien sûr, c'est un travail énorme. Mais elle n'a pas voulu devenir elle aussi victime de ce meurtre. Elle a permis à ce jeune-là de se reconstruire, de devenir un autre. Alors bien sûr, son fils, il ne reviendra pas. Alors vous allez me dire, moi, j'aurais jamais fait ça. Je le comprends. Il ne s'agit pas d'ériger ça en modèle. Je vous dis simplement ce que quelqu'un qui est formé à la non-violence, dans son ordinateur, il y a ça qui existe. C'est possible. Alors ça ne nous donne pas de solution, et je vous l'ai dit, on ne sera jamais confronté à ça. Il faut travailler pour un monde où il n'y ait plus de meurtriers, en tout cas qu'il y en ait le moins possible. Mais ça peut peut-être nous inspirer. Et c'est une vraie leçon de vie, quoi qu'elle a donnée. C'est une force incroyable. Voilà, je voulais finir avec ça. Et je voulais vous remercier et vous demander si éventuellement vous avez des choses à me dire. Un mot, une question. Alors, il y a un micro qui est là.